Elle est l'objet de tous les fantasmes et pour cause, elle a longtemps été le théâtre de choses extraordinaires. Aujourd'hui, on se penche sur le cas de la base américaine de Groom Lake, appelée aussi la Zone 51. Très souvent, quand on entend Zone 51, on entend également Roswell. Pourtant, les deux lieux n'ont aucun lien entre eux. En ce qui concerne Roswell, il faut revenir très loin en arrière, en juillet 1930. À ce moment-là, le pionnier de l'astronautique américaine, Robert Goddard, choisit Roswell et le désert du Nouveau-Mexique pour démarrer, avec le soutien de Charles Lindbergh et de la fondation Guggenheim, un travail sur les fusées. Il est vrai que le sud-ouest des États-Unis est un terrain de jeu idéal pour les engins volants, que ce soit des avions ou des fusées, en raison des vastes déserts qui s'y trouvent. Durant toutes les années 30 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il conçoit et lance à Roswell des prototypes de fusées de sa conception, allant jusqu'à inspirer Wernher von Braun lors de la conception du missile V2 nazi. Dans les années 40, l'armée ne mise pas sur les travaux de Goddard, mais installe aussi à Roswell une base aérienne pour entraîner ses cadets de l'air. C'est en 1941 que naît la Roswell Army Flying School, qui va battre son plein jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. De son côté, Goddard ne reçoit toujours pas de crédit du gouvernement américain, l'armée misant tout sur le développement de son chasseur à réaction secret, le P-59, et s'installe sur la base de Muroc Lake, en Californie, pour y mener des tests d'avions expérimentaux secrets. Et ces tests continuent jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1945, Goddard est décédé de la tuberculose et l'armée se concentre sur l'étude des V2 allemandes récupérées et des Allemands qu'ils ont récupérés aussi sur la base de Holloman près de White Sands à 150 km de là. Cette base, créée en 1941, a été le théâtre du premier essai nucléaire de l'histoire, Trinity, et donc c'est par un choix historique que la zone de test de missiles et de fusées-sondes de l'armée s'installe ici pour ces tirs de ce qui seront les premiers vrais débuts de l'astronautique américaine, avec d'abord des V2 et puis ensuite des fusées-sondes. Pendant ce temps, en 1945, et comme le panneau d'entrée de la base en témoigne, l'immense base aérienne de Roswell se reconvertit dans les forces aériennes stratégiques, comprenez les bombardements nucléaires. Plusieurs régiments de bombardiers s'y installent, mais les tests des bombes atomiques n'ont pas lieu ici. Ils ont lieu dans le Pacifique. La base est alors un lieu de stationnement plus qu'une zone de test pour les immenses bombardiers et ravitailleurs américains. Pour résumer, en 1946, Roswell accueille les bombardiers nucléaires qui testent leurs armements dans le Pacifique, la base de Muroc Lake s'occupe des tests de prototypes d'aéronefs, et à White Sands, on teste des V2 allemandes. Une dernière zone, près de Nellis, dans le Nevada, sert de terrain d'entraînement au largage de bombes, mais des bombes conventionnelles, pas nucléaires. Mais dans les années 50, tout est subitement chamboulé. Le président Truman ordonne que désormais les essais nucléaires devront avoir lieu sur le sol américain. On crée alors près de Nellis un site de test nucléaire, le Nevada Test Site. On y construit des maisons, des infrastructures de ville, toutes fantômes bien sûr, puisqu'elles n'ont pour seul objectif que d'étudier l'effet dévastateur des diverses bombes développées par l'armée. De 1951 à 2012, des bombes nucléaires vont être déclenchées en sous-sol ou en surface, avec parfois une puissance telle qu'elles secourront plusieurs fois la ville de Las Vegas, le champignon pouvant être distingué depuis la ville. Les stigmates de ces tests sont toujours visibles aujourd'hui, dessinant une vallée de cratères dans le désert, dont le plus emblématique, celui creusé par la bombe Sedan, qui explose en sous-sol le 6 juillet 1962. Son but n'est pas militaire. Avec cette explosion souterraine, on veut découvrir s'il est faisable d'utiliser les bombes nucléaires pour creuser rapidement des carrières, ou creuser plus vite le sol pour, par exemple, faire une route. Sedan n'aura au final que des répercussions négatives, le nuage radioactif se déplaçant vers le nord-est des États-Unis jusqu'à la région de Chicago. Aujourd'hui, il ne reste de Sedan que ce cratère de près de 400 mètres de diamètre et 100 mètres de profondeur, situé dans la zone 10 du champ de test. Bien sûr, tous ces tests sont motivés par la guerre froide, et il en est de même pour l'aéronautique. La base d'essai de Muroc Lake, renommée base d'Edwards, s'avère trop exposée, et elle est reléguée aux essais d'avions expérimentaux, mais pas les projets secrets. La partie secrète, c'est la CIA et Lockheed qui la reprennent en 1955 en créant une base d'essai tout près du champ de test nucléaire dans le lac asséché de Groom Lake, dans le Nevada. Cette base, qui a pour but initial de développer et tester un avion espion indétectable, prend également un nom officieux en référence à sa situation géographique dans le champ de test, la zone 51.
Et cet avion espion ultime, c'est le U-2. Testé dès 1955 sur la zone 51, il démarre ses opérations au-dessus du territoire soviétique en 1956. Sa forme de cigare avec de grandes ailes ajoutées à ses vols en très haute altitude ont de quoi surprendre les pilotes. La zone 51 continue ses activités avec des développements d'avions furtifs toujours plus avancés, comme le Oxcart et le SR-71. C'est notamment de la zone 51 qu'émerge le Half Blue, un démonstrateur de Lockheed qui donnera ensuite naissance au F-117. Ces avions, de par leur forme et leur non-existence officielle, ont de quoi surprendre les curieux qui vivent ou se promènent autour de la base. Même si les soviétiques peuvent voir la base avec leurs satellites, il est difficile pour eux de voir les avions qui y évoluent. Les Américains, connaissant les horaires de passage des satellites soviétiques, s'arrangent pour ne sortir les avions des hangars que quand ils sont sûrs de ne pas être observés. Des leurres faits de maquettes en carton et des moteurs chauds sont également installés lors des passages des satellites pour mettre l'ennemi sur une fausse piste. Les satellites soviétiques passant assez souvent au-dessus de la base, c'est un jeu du chat et de la souris très compliqué, obligeant souvent à interrompre les opérations, un travail rendu encore plus complexe par les tests de bombes nucléaires à proximité qui parfois obligent à évacuer la base. La base voit aussi passer des avions soviétiques. Durant les différents conflits des États-Unis contre des pays armés par des avions soviétiques, des pilotes ennemis désertent et livrent aux Américains différents modèles de MiG. C'est une aubaine pour les Américains qui s'empressent d'abord de jeter un coup d'œil aux technologies à bord de ces avions, mais utilisent aussi ces avions pour s'entraîner à les combattre. À 150 km de la zone 51, la base de Tonopah accueille alors des avions soviétiques avec une cocarde américaine et permettent aux ingénieurs de la zone 51 de développer des avions susceptibles de les combattre. Aujourd'hui, même si les activités sont beaucoup plus calmes autour de la zone 51, le gouvernement américain reste très ferme sur les développements en cours là-bas. Même si les vols d'avions aux formes étranges peuvent avoir reculé, sûrement en raison de la popularité de la base d'ailleurs, les employés vont toujours au travail avec les avions Joliet au départ de Las Vegas, une compagnie aérienne qui ne vous vendra jamais un billet, en tout cas pas à vous. Dans le Nevada, Nellis est toujours utilisée à proximité pour les entraînements et dans la même zone, la base de Creech est utilisée pour les drones MQ-9 Reaper. À Edwards, en Californie, on teste toujours les derniers avions expérimentaux américains. Au Nouveau-Mexique, la base de Roswell, renommée par la suite Walker Air Force Base, est fermée depuis les années 60. Et White Sands, aussi à proximité de Roswell, a vu passer des tests dans le cadre du projet Apollo, a vu atterrir la navette Columbia lors de STS-3, et sert aujourd'hui aux tests de petites fusées et tours de sauvetage. Bon, alors tout dépend. Soit je vous dis ce qu'on sait, soit je vous dis ce que vous voulez entendre. Bon allez, on va faire les deux. À Roswell, en 1947, des aliens se sont crashés et depuis on étudie les technologies aliens dans la zone 51. Pour cela, je vous ramène au documentaire Independence Day. Ceux qui vous parlent de Roswell avec des photos d'aliens, des vidéos de dissection et des témoignages sur YouTube sont comme ceux qui vous parlent de complots lunaires, d'Illuminati et de crop circles. Ils tiennent un business. Ils ne croient même pas la sauce qu'ils vous vendent, ils fabriquent des preuves et vous embobinent dans un millefeuille argumentatif pour que vous gobiez leur salade. Mais en fait, c'est pas parce que la salade, elle est belle, qu'elle est consommable. Si vous entrez dans leur jeu, c'est que vous adhérez en quelque sorte à une idéologie sectaire. Soyez extrêmement vigilants. Alors oui, ça pourrait valoir pour nous aussi, sauf que la différence, c'est que nous, on ne vous vend rien. Et surtout, nous, on a le mauvais rôle. On nous accuse de faire notre beurre, qu'on est payé par la NASA, par Satan, etc., par le gouvernement ou autre, mais deux choses. Un, c'est infiniment plus lucratif de faire du complot que de la vulga, et de deux, si on était vraiment payé par la NASA ou le gouvernement pour cacher des secrets gigantesques comme ça, franchement, on vivrait dans de meilleures conditions. Bref, si vous voulez des vraies explications sur l'affaire de Roswell, je vous renvoie vers une chaîne géniale, la meilleure chaîne sur les affaires résolues ou non résolues et les grands mystères de l'histoire. C'est la chaîne Shonks Television, dont le lien se trouve ici, et aussi en description si je pointe mal. Pour résumer, la zone 51, on apprend au fur et à mesure ce qui y est développé. Roswell, il se passait des trucs au niveau aérospatial 15 ans avant la fameuse affaire, avec en plus des pelletés de bases de test tout autour de la zone.
J'espère que vous aurez aimé cet épisode un peu particulier sur la zone 51. J'ai essayé de rester un petit peu, léger, parce que c'est l'été et qu'il fait chaud et que c'est déjà dur de tourner dans des conditions normales. Donc en plus quand il fait chaud, je vous raconte pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. Je vous renvoie encore une fois vers la vidéo de Shonks Télévision sur l'affaire de Roswell et la zone 51. Et aussi, il y a normalement, en même temps que ma vidéo, une vidéo qui est sortie du côté de Lenny, de la chaîne The Cyan Coder, qui vient de sortir une vidéo normalement sur les accès à la base, à la zone 51, vis-à-vis de l'espèce de groupe Facebook, là, l'espèce de raid qu'ils veulent faire. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon mois d'août, de bonnes vacances. La chaîne, elle continue, je suis pas encore en vacances. C'est trop luxueux pour moi les vacances pour le moment. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Stardust. Ciao!